« 1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. L'heure du débarquement avait sonné. Maintenant, il fallait débarquer, franchir les formidables obstacles que Rommel avait multipliés le long des côtes, constituer une tête de pont et percer le front ennemi. Le débarquement devait s'effectuer sur la côte normande entre Ouistreham et les plages à l'est de Sainte-Mère-l'Église. Aux premières heures du 6 juin 1944, les avions alliés décollèrent pour la France, tandis que les hommes du 21e groupe d'armée du général Montgomery, composé de la première armée américaine du général Bradley et de la deuxième armée britannique du général Dempsey, s'apprêtaient à débarquer. Déjà, les bombardiers entamaient les poches de défense allemandes. Les canons de la marine déchiraient les pans d'acier et de béton de la forteresse Europe. Ces premières heures étaient décisives. Et le commandant suprême, le général Eisenhower, ainsi que le commandant des forces maritimes, l'amiral Ramsey, suivaient anxieusement l'évolution des opérations. La grande machine de guerre s'était mise en mouvement et ne devait à aucun prix s'enrayer. Des hommes et des femmes du monde entier avaient investi en elle tous leurs espoirs. L'Amérique et l'Angleterre représentaient l'ultime force capable d'affranchir les peuples d'Europe écrasés sous le joug nazi.
Ces hommes, originaires de Chicago et de New York, ou du Tennessee, ou bien de Londres, de Glasgow ou du Kent, étaient confiants. Pourtant, beaucoup d'entre eux, plus particulièrement les Britanniques, avaient perdu un frère ou un camarade lors de la bataille de Dunkerque en 1940. Et puis, les débarquements précédents, Dieppe, Salerne, Anzio, n'avaient pas laissé de bons souvenirs. Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin, Port-en-Bessin, Ouistreham, Arromanches. Souvenez-vous de ces noms car ils évoquent des lieux où beaucoup d'hommes sont morts pour la libération de la France, dans un décor de dunes, de fossés et d'eau glauques. Les Alliés acheminaient à toute vitesse des équipements lourds en Normandie, tandis qu'une autre bataille se livrait derrière les lignes allemandes. Les bombardiers des forces aériennes détruisaient toutes les voies de communication, chemins de fer, routes et ponts que pouvaient emprunter les unités de la Wehrmacht, envoyées à la rescousse vers les côtes françaises. Si les forces allemandes chargées de la défense des côtes attendirent en vain les premiers jours l'arrivée de renforts, ceux des Alliés affluèrent en masse les 6, 7, 8 et 9 juin. Chaque jour, des troupes fraîches rejoignaient leurs camarades anglais et américains sur les ruines du mur de l'Atlantique. Nous avons gagné la bataille des plages, annonça dès le 11 juin le général Montgomery. Les Britanniques avaient pris Bayeux le 7. Plus à l'ouest, les Américains entraient le 12 à 40 ans. La première phase de l'offensive était une réussite. Plus rien, semblait-il, ne pouvait entraver la marche des Alliés.
Toutefois, tout au long de la tête de pont, les combats se poursuivaient âprement, et les pertes dans certaines zones étaient élevées. La phrase de Saint-Exupéry « Il faut, pour donner l'assaut, que les premiers tombent » se révélait vraie de part et d'autre de la ligne de front. La progression de soldats par groupe de 5 ou de 6, ou bien par section ou par compagnie, succédait à des bombardements intensifs. Les troupes combattaient dans les rues, s'emparaient d'un village, faisaient des prisonniers et repartaient vers un autre village. Au fur et à mesure que l'ennemi cédait du terrain, il semait le chaos derrière lui pour retarder l'adversaire. Les Alliés, aidés par la population, s'employaient à remettre en état les voies de chemin de fer. Dans le même temps, pour faciliter l'approvisionnement des troupes, ils rénovaient les routes défoncées par les obus et par les mines. Les champs servaient de terrain d'atterrissage afin que les troupes à terre puissent bénéficier de l'appui de l'armée de l'air. Les 12 et 13 juin, les troupes britanniques et canadiennes progressèrent en direction de Caen. Mais la résistance allemande se durcissait au fur et à mesure que les Alliés avançaient. La 21e division de Panzer, déjà sur les lieux, enraya la progression. Une seconde division de Panzer arriva le lendemain, puis une troisième. Il s'écoulera plus d'un mois avant que Caen pût être prise et nettoyée au prix de durs combats. À l'ouest, les Américains lancèrent une double offensive à partir de 40 ans. Une rapide progression vers la côte ouest du Cotentin pour couper à la base la péninsule et isoler Cherbourg, et une offensive vers le nord pour faire tomber le port. Les 16 et 17 juin, le plan que le général Bradley avait conçu sur la carte fut mis à exécution. Le 18 juin, le 7e corps américain avait gagné Barneville-sur-Mer. Les forces allemandes du Cotentin étaient prises dans la nasse. La seconde offensive se révéla également fructueuse. Du 24 au 25 juin, les Américains progressèrent des environs de la ville jusqu'au cœur de Cherbourg. Chaque coin de rue dissimulait un char, chaque maison abritait un tireur d'élite. Le haut commandement allemand avait juré de sacrifier jusqu'au dernier de ses hommes pour assurer la défense de la ville.
Mais le général von Schlieben se rendit vite compte que toute défense était vouée à l'échec. Comme le maréchal Paulus, lors du siège de Stalingrad, il préféra capituler plutôt que de sacrifier sa propre vie et celle de ses hommes. Le 1er juillet, la lutte cessa, Cherbourg fut libérée. La ville était le second port de France, après Marseille. Churchill la visita peu après sa libération. Il inspecta les bases que les Allemands avaient érigées pour abriter leurs armes secrètes destinées à l'Angleterre. La garnison allemande avait pris soin, avant de se rendre, de détruire les installations portuaires afin que les Alliés ne puissent s'en servir. Or, ces derniers devaient pouvoir disposer d'un port tel que Cherbourg pour convoyer d'Angleterre et des États-Unis leurs chars, leur artillerie, leurs camions, leurs munitions et tous les équipements militaires nécessaires pour livrer la bataille. Les Alliés s'activèrent à la reconstruction du port. De nombreux travailleurs français apportèrent leur aide, mais les travaux de remise en état risquaient de durer longtemps. C'est pourquoi les Anglais avaient construit, par précaution, des ports flottants qu'ils s'apprêtaient à remorquer par morceaux de l'autre côté de la Manche. De gigantesques blocs de béton seront coulés pour servir de brise-lames, tandis que 60 vieux bateaux de guerre et de commerce, dont le cuirassé Courbet, seront couchés sur le flanc et alignés de manière à créer une sorte de muraille extérieure, massive et interminable. Bientôt, blindés et camions arrivèrent en nombre toujours croissant. Le front avait un besoin urgent de ces véhicules et il était plus que temps qu'ils gagnent la scène des combats. Derrière les lignes, la ville de Cherbourg reprenait lentement vie. Les fruits et les légumes s'amoncelaient à nouveau sur la place du marché. La population débattait des dernières nouvelles. Les journaux reprirent leur parution. Leurs articles étaient rédigés, imprimés et lus par des Français désormais libres. Enfin, pour la première fois en 4 ans, on pourrait célébrer le 14 juillet. Les libérateurs américains marchaient aux côtés des marins français et cette image symbolique de solidarité et de fraternité entre les deux peuples éclairait les esprits. À l'évidence, il était impératif que cette amitié subsiste après la guerre. Tandis que les hommes de Bradley achevaient de libérer l'extrémité de la péninsule de Cherbourg, les troupes britanniques et canadiennes de la 2e armée lançaient une offensive massive à l'est de la tête de pont. C'était dans cette zone que les Allemands avaient concentré leurs divisions blindées et tenaient en échec les Alliés depuis le débarquement. Caen devint ainsi la scène principale, le pivot de l'offensive alliée. Les Anglais s'emparèrent dans un premier temps de Tilly-sur-Seulles afin de couper la route entre Caen et Caumont et d'ouvrir une brèche dans les lignes allemandes. Simultanément, les Canadiens encerclèrent Caen, effectuant une poussée sur Troarn pour consolider leur position. Débarquer sur les plages et établir une tête de pont ne suffit pas, rappela le général Montgomery. Il faut percer le front ennemi et progresser rapidement. Le 26 juin, les Britanniques donnèrent l'assaut à l'est de Tilly-sur-Seulles. Au soir du 27 juin, ils avaient traversé l'Odon.
Le 29 juin, les Allemands passèrent à l'attaque. Pas moins de 7 divisions blindées, incluant un corps d'élite qui avait combattu sur le front russe, furent lancées en avant pour briser l'offensive des Alliés. La bataille s'intensifia, redoublant de violence, jusqu'à ce que les bombardiers britanniques interviennent et dispersent les chars ennemis. Après les bombardements, les Canadiens continuèrent à progresser. Ils arrivèrent bientôt aux abords de la ville de Caen, bien que les troupes fussent gênées dans leur avance par des pluies diluviennes. La boue qui s'accumulait sur les routes fut déblayée par les bulldozers. Le 9 juillet, à la suite d'une manœuvre débordante, les troupes britanniques pénétrèrent dans la ville en ruine. Cet ancestral bastion de la Normandie était libre. Montgomery manifesta sa joie au milieu de ses soldats victorieux. Dans la fièvre de la bataille, nombre de monuments et d'immeubles avaient subi des dommages et une bonne partie de la ville était anéantie. Les citoyens de Caen, qui s'étaient réfugiés vers les villages avoisinants, regagnaient à présent leur cité, ou plutôt ce qu'il en restait. D'autres avaient cherché refuge dans l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, épargnés par miracle. Les hommes et les femmes de la résistance qui avaient puissamment aidé les Alliés par leurs renseignements et par leur action de sabotage veillaient à ce que chacun bénéficie d'un gîte et d'un repas substantiel. Les Allemands avaient été chassés de Caen, mais ils disposaient encore de forces importantes et se battaient avec courage. Il était à craindre qu'ils s'efforcent de reprendre le terrain perdu. Le 18 juillet, Montgomery lança l'opération Goodwood. Les 3 divisions blindées du général Dempsey firent irruption à l'est de l'Orne. Le 20, les faubourgs orientaux de Caen étaient libérés. M. Simpson, le secrétaire d'État à la guerre des États-Unis, commenta la situation. Selon lui, les Canadiens et les Britanniques avaient si bien affaibli l'ennemi à l'est que Rommel ne disposait plus des forces suffisantes pour s'opposer à l'avancée des Américains à l'ouest. En réalité, si les troupes britanniques avaient libéré Caen et ses abords immédiats, et fixé par là même un bon nombre de divisions ennemies, elles étaient maintenant contraintes de marquer un temps d'arrêt en dépit de la mise en œuvre d'une artillerie puissante et de l'emploi de chars lance-flammes. Le général Dietrich, commandant le corps d'armée allemand, avait en effet réussi à stopper leur progression vers Falaise.
C'est le moment que choisit Hitler pour lancer des bombes volantes, connues sous le nom de V1, sur les villages du sud de l'Angleterre et sur Londres. D'après la propagande de Goebbels, ces redoutables robots devaient faire passer aux Anglais l'envie de se battre. Les bombes pulvérisèrent 23 000 foyers et en endommagèrent 1 million d'autres. Cependant, comme en 1940, les Londoniens firent preuve d'un courage remarquable. Tandis que les femmes et les enfants étaient envoyés en sécurité à la campagne, la défense s'organisait au sud de l'Angleterre. Des bombardiers lourds, ainsi que des chasseurs Tempest, plus légers, firent sauter les sites de lancement qui parsemaient les côtes du Pas-de-Calais. Les batteries antiaériennes détruisirent les V1 par centaines. Tandis que plusieurs d'entre eux télescopèrent en plein vol les nappes de câbles tirées par des ballons gonflés à l'hélium. Débarquer dans le Pas-de-Calais pour être mieux à même de détruire les rampes de lancement constituait une solution que certains parmi les Alliés préconisaient et que les Allemands escomptaient. Mais Eisenhower maintint son plan initial. En dépit de leur peur des bombes volantes, les citoyens de Londres firent résolument face au danger. Plus de 5000 personnes furent tuées et 16 000 autres blessées durant 80 jours de terreur, au cours desquels les raids se succédèrent de façon constante. Les soldats britanniques en France n'en combattaient qu'avec plus de rage et de pugnacité. Ils défendaient leur foyer et certains vengeaient peut-être la mort de leurs femmes ou de leurs enfants. Pendant ce temps, la première armée américaine avait obliqué vers le sud à partir de Cherbourg et avait occupé la haie du Puy le 9 juillet. Puis elle avait progressé péniblement dans une région coupée de fossés remplis d'eau qui constituaient pour les Allemands autant de lignes de défense. L'effort principal se porta sur Saint-Lô, carrefour de routes important, puis sur Coutances, Granville et Avranches. Bradley dut faire face à un durcissement de la résistance des troupes allemandes. Ces dernières combattaient désormais avec l'énergie du désespoir. Les pertes humaines s'élevaient dans les deux camps. Néanmoins, le 16 juillet, les Américains réussirent à se frayer un chemin vers Saint-Lô. Les Allemands abandonnèrent finalement la ville le 19, après de violents combats de rue.
Tandis que la première armée du général Bradley s'emparait de Saint-Lô, la troisième armée américaine du général Patton s'organisait dans le plus grand secret en vue d'une nouvelle offensive. L'ennemi ne soupçonnait pas que l'avancée de Bradley sur Saint-Lô et sur Coutances était en grande partie destinée à fixer les forces allemandes pendant que Patton et ses unités se préparaient au combat. Les troupes du général Bradley s'emparèrent de Coutances le 28 juillet. Les 30 et 31 juillet, exploitant leur succès, elles entraient dans Avranches et dans Granville. La percée d'Avranches marqua un point décisif dans la campagne de Normandie. C'est à dater de ce moment que les Alliés prirent définitivement l'avantage. Le 1er août, la troisième armée de Patton dépassant la première armée, prit à son compte l'offensive et déboucha vers le sud. Elle comprenait 4 corps d'armée. Pendant qu'une partie des forces américaines se dirigeait sur Brest, l'autre progressait vers l'Orient. En chemin, la colonne principale tourna au sud-est, vers Rennes, Saint-Nazaire et Nantes. Le 3 août, les Américains entraient dans Rennes. Les 80 000 efféfis venus des 4 coins de la Bretagne combattaient aux côtés des Américains. Eisenhower déclara que les FFI avaient joué un rôle équivalent à l'action de 15 divisions. C'est à cette époque que la 2e division blindée, commandée par le général Leclerc, débarqua en terre française avec ses régiments aux sigles célèbres, parmi lesquels le 501e RCC, le RMT, le 12e Cuir et ses officiers qui comptaient parmi les meilleurs de notre armée. Langlade, Roumianzov, dit le Roum, Lahori, Gribius, Rouvillois, Diot, Massu, Guigebon, pour n'en citer que quelques-uns. Sans perdre de temps, Patton s'élançait vers Laval. Et 3 jours plus tard, le 7 août, il entrait au Mans. Pendant ce temps, dans la région de Caen, les Britanniques et les Canadiens accentuaient leur poussée vers Falaise. Le 4 août, ils entraient à Villers-Bocage. Le 7, l'Orne était atteinte au nord de Thury-Harcourt. La situation de la 7e armée allemande était des plus critiques. Dûment refoulée au nord par les Britanniques et par les Canadiens, elle était attaquée au sud par les forces américaines. Le général von Klug, qui avait remplacé Rommel, lança alors, le 7 août, sous la pression d'Hitler, une contre-attaque à Mortain. Toutes les forces disponibles, 200 chars, furent lancées d'un coup dans la bataille. C'était, pour les Allemands, la seule et unique chance de salut. L'offensive était dirigée contre les positions les plus faiblement tenues par les Américains, entre Mortain et Avranches. Elle avait pour but de couper la route de leur approvisionnement. L'irruption des chars de von Klug dans les lignes américaines fut exécutée avec audace et, au début, avec succès. Le commandement allié fit alors appel au bombardier lance-roquettes Typhon pour enrayer l'offensive allemande.
Dès le premier jour, les Typhons pulvérisèrent plus de 80 chars. Les Allemands battirent en retraite le 9 août, après seulement 2 jours de combat. Les chars américains prirent alors la direction de la Loire. Les villes d'Angers et de Nantes furent successivement libérées le 12 et le 13 août. Le port de Nantes était obstrué par des épaves de bateaux. La reconstruction s'annonçait laborieuse. Plusieurs colonnes poussèrent jusqu'au Mans, Vendôme, Blois et Orléans. Une nouvelle offensive comprenant la 2e armée britannique, la 1re armée canadienne, ainsi que des unités françaises, polonaises et belges se préparait. Une délégation militaire russe fut invitée pour assister à la défaite allemande que l'on pensait inéluctable. Les Britanniques et les Américains n'ignoraient pas que leurs camarades de l'armée rouge se battaient aux frontières est du Reich. Ils étaient parvenus aux confins de la Tchécoslovaquie et avançaient en direction de la Roumanie. De même, les soldats de la 8e armée britannique et de la 5e armée américaine progressaient-ils au-delà de Rome, contraignant les Allemands à se réfugier au nord de l'Italie. L'Allemagne était encerclée de tous côtés et l'étau se resserrait inexorablement. Les soldats alliés combattaient en Normandie avec une assurance accrue. Ils avaient confiance en eux, en leur armement de première qualité et en la sagacité de leur chef. Le plan d'Eisenhower visait maintenant à encercler la 7e armée allemande dans la poche de Falaise, puis à la détruire. À cet effet, la 1re armée canadienne reçut l'ordre de progresser rapidement sur Falaise au nord, tandis que le 15e corps de la 3e armée de Patton, venant d'Alençon, s'infiltrerait dans la région d'Argentan, au sud. La 2e DB du général Leclerc participerait au combat aux côtés de la 5e DB américaine. La 2e armée britannique et la 1re armée américaine étaient chargées de détruire les divisions allemandes prises au piège une fois effectuée la jonction entre les Canadiens et les troupes de Patton. Les Canadiens se ruèrent sur Falaise. Plusieurs centaines de chars avaient été regroupés pour l'attaque.
À leur tour, les Américains et les Français s'élancèrent le 10 août sur Alençon et Argentan. Ils refermèrent le piège le 19 août. La 7e armée était à présent encerclée. En tout, 92 000 Allemands furent capturés entre le 10 et le 25 août, mais une partie de la 7e armée parvint à s'échapper. Au même moment, le 15 août, d'autres forces alliées achevaient un débarquement en plusieurs points stratégiques dans le sud de la France. Parmi elles, la première armée française du général Delattre de Tassigny. De durs combats l'opposa aux divisions allemandes, tout particulièrement à l'occasion de la prise de Toulon, d'Aubagne et de Marseille, libérées le 28 août. Puis les troupes françaises commencèrent à remonter la vallée du Rhône, pendant que les Américains, de leur côté, atteignaient Grenoble le 22 août. À l'ouest, les Alliés progressaient maintenant à la vitesse de l'éclair. Les forces américaines libérèrent Orléans le 17 août, puis traversèrent la Seine au-dessous de Paris dans la région de Melun. Cette progression, qui s'ajoutait à la tête de pont établie à Mantes, ôta leurs dernières illusions aux Allemands qui réalisèrent l'impossibilité de tenir la capitale. Ils étaient forcés de battre en retraite tout le long des lignes du front. La défaite allemande en Normandie ne mit pas un terme à la guerre, mais elle en assura et précipita la fin.